Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais commencer par féliciter très sincèrement les deux présentateurs pour les résultats extrêmement importants qu'ils ont partagés avec nous. Et je voudrais, en ce qui me concerne, m'appuyer sur les résultats de recherche récentes que nous avons entreprises dans notre faculté, en particulier dans nos centres de recherche, qui est le CREA, le Centre de recherche économique appliquée, pour aborder deux aspects qui me paraissent importants concernant les prix des denrées de première nécessité. Lorsqu'on parle des variations erratiques de ces prix, très souvent, on a tendance à mettre l'accent sur des facteurs exogènes. On a parlé du changement climatique, je crois que c'est très pertinent. On a parlé du commerce mondial. Et on a parlé également du rôle de certains acteurs, comme les pays développés. Je crois que tout ceci, ça me paraît extrêmement important. Et les résultats présentés par les collègues le prouvent. En ce qui me concerne, je voudrais m'appesantir davantage sur les facteurs plus internes, plus endogènes. Et je crois qu'une thèse que je voudrais vraiment défendre ici, en moins de 5 minutes, si vous le permettez, Monsieur le Président, c'est que les gouvernements ont une marge de manœuvre extrêmement importante pour mettre en place les réponses appropriées face à ces augmentations de prix. Nous avons entrepris ces dernières années quelques recherches pour comparer les prix de gros. Et on s'est rendu compte qu'entre différents pays africains, il y a des écarts extraordinaires de prix que essentiellement les politiques mises en œuvre expliquent. Je voudrais ici partager avec vous, malheureusement je n'ai pas amené le fichier PowerPoint, on a suivi les prix de 18 produits et on a comparé leur niveau entre le Sénégal et la Gambie. Je ne vais pas vous ennuyer en vous donnant les prix produit par produit, mais je vais juste vous donner 3 produits, le cas de 3 produits, et les conclusions sont pratiquement les mêmes pour les autres. Pour le sucre, alors que le prix du paquet, le prix du sac de 50 kg était de 19,7 € en Gambie, il était de 37,4 au Sénégal, soit une différence de 90,5%. Pour la farine de blé, sac de 50 kg, alors que le prix était de 15 kg en Gambie, il était de 19,9 € au Sénégal, soit une différence de 33,2%. Pour le riz, sac de 50 kg, 14,1 € en Gambie et 15,9 € au Sénégal. Pour qui connaît le voisinage géographique entre le Sénégal et la Gambie, ces écarts paraissent extraordinaires. Et très rapidement, je voudrais montrer comment est-ce que les taxes ont joué par rapport à ces écarts-là. Pour les mêmes produits, les taxes agrégées pour la farine étaient de 22% en Gambie, 56,6% au Sénégal. Le sucre, 22,5% en Gambie, 103,8% au Sénégal. Ce qui fait un écart de 81,3 points. Le riz, 16,8% en Gambie et 22,7% au Sénégal. Quelle est la différence entre les deux? Moi, je pense que c'est clair. Les politiques nationales ont énormément contribué à ces écarts observés. Et les gouvernements ont par conséquent des marges de manœuvre extraordinaires pour répondre de manière appropriée à ces variations de prix. Ça, c'est le premier point de mon intervention. Le second point de mon intervention, c'est est-ce que le gouvernement a les capacités pour faire en sorte que les agents économiques ou les acteurs les plus pauvres soient les mieux épargnés. On peut dire que les gouvernements ont essayé. Lorsqu'il y a eu la crise alimentaire en 2008, il y a eu beaucoup de mesures d'ordre fiscal et autres pour essayer de limiter les effets de la crise sur les pauvres. Mais ce qui pose problème concernant ces politiques, c'est la faiblesse
leur faiblesse en termes de ciblage. Très souvent, les gouvernements déclarent vouloir protéger les pauvres à travers quelques politiques, mais les effets de ces politiques sont très souvent captés plus par les riches que par les pauvres. On a fait beaucoup de recherches sur ça. Je vais juste citer 2 exemples et vous retournez la parole, Monsieur le Président. Le premier exemple, c'est l'éducation, qui est presque gratuit. Dans mon université, un étudiant s'inscrit avec $10 par an, parce que le gouvernement pense que les pauvres n'ont pas les moyens de payer pour leur éducation. Nos recherches montrent que 70% des étudiants de notre université auraient pu se passer de cette subvention de l'État. Et il n'y a qu'à peu près 30% de nos effectifs qui viennent des familles pauvres. Donc ces mesures ne touchent pas du tout les pauvres. Et en réponse à la crise alimentaire de 2008, comme je vous l'ai dit, les gouvernements ont fait, ce n'est pas seulement au Sénégal, mais à travers beaucoup de pays en Afrique, on a mis en place beaucoup de politiques de subvention, beaucoup de politiques d'ordre fiscal et autres, soi-disant pour toucher les pauvres. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a subventionné le gaz, on a essayé de subventionner l'électricité, on a subventionné le carburant, beaucoup de produits qui sont davantage consommés par les ménages riches que par les ménages pauvres. Au Sénégal, à Dakar, l'incidence de la pauvreté, c'est 35%. Dans les zones rurales, dans certaines zones rurales, l'incidence de la pauvreté atteint 70%. Alors, si on regarde le panier de la ménagère, comme on dit ici, dans ces régions-là, très peu de gens consomment ces produits qui sont subventionnés par le gouvernement. Donc, 2 choses pour conclure. 1, les facteurs exogènes sont importants, mais les facteurs, je veux dire, les marges de manœuvre au niveau interne ne sont pas négligeables. Et 2, je pense que davantage d'efforts devraient être faits dans un ciblage, pour un ciblage approprié de politiques publiques qu'on voudrait pour pauvres. Monsieur le Président, je vous remercie.